Bienvenue au débat. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un des outils les plus puissants et aussi les plus controversés de la science moderne, les modèles climatiques informatiques. Ces simulations monumentales sont vraiment au cœur de notre compréhension du climat passé, présent et surtout futur. Elles sont le fondement sur lequel se construisent les rapports du GIEC et bien sûr les politiques climatiques mondiales. Et ça nous amène directement à la question centrale de notre discussion aujourd'hui, une question qui émerge très clairement de l'analyse de nos documents sources. Ces modèles climatiques, malgré toute leur complexité, toute leur sophistication, sont-ils réellement assez fiables pour justifier des projections à un siècle et donc des décisions politiques qui pourraient remodeler toute notre économie et notre société? C'est précisément le cœur du sujet. De mon côté, je défendrai l'idée que oui, malgré leurs imperfections qui sont inévitables, ces modèles sont robustes. Ils reposent sur les lois fondamentales de la physique et représentent la synthèse, je pense, la plus aboutie de nos connaissances. Ils sont à ce titre nos instruments les plus fiables pour anticiper les risques à venir. Et je vais présenter une perspective, disons, différente. Je soutiendrai que les incertitudes fondamentales de ces modèles, leur divergence avec les observations et la nature même de leur construction, tout ça les rend trop fragiles pour servir de base à des politiques aussi drastiques. L'assurance avec laquelle on présente parfois leurs résultats masque une part de doute scientifique bien plus grande qu'on ne le pense. C'est une position claire. Alors, allons-y. De mon point de vue, il faut d'abord bien comprendre ce qu'est un modèle climatique. Ce n'est pas une boule de cristal, c'est une représentation mathématique du système Terre, qui est basée sur les lois les plus établies de la science. La mécanique des fluides, la thermodynamique, vous voyez? Ces modèles, en fait, ils découpent la planète en une grille en 3 dimensions et ils calculent les flux d'énergie et de matière entre chaque cellule. C'est un travail titanesque. Bien sûr, ils ne sont pas parfaits. Le statisticien George Box disait tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Et ceux-ci sont extraordinairement utiles. Ce sont les seuls laboratoires virtuels dont nous disposons pour tester des scénarios pour isoler l'impact de nos émissions. Sans eux, honnêtement, nous serions aveugles face à l'avenir. Alors là, je vois les choses d'un œil beaucoup plus critique. L'argument qui dit que ces modèles sont simplement de la physique, c'est pour moi une simplification trompeuse. Oui, bien sûr, les équations de base sont solides. Mais le diable, comme on dit, se cache dans les détails. Et dans le cas du climat, les détails sont tout. Prenez les nuages. Ils ont un rôle absolument crucial dans le bilan énergétique de la Terre. Mais ils se forment à des échelles de quelques mètres. Or, une cellule de grille d'un modèle, c'est typiquement 100 km de côté. Donc le modèle est physiquement incapable de simuler la formation d'un nuage. Il doit utiliser ce qu'on appelle des paramétrisations, des sortes de règles simplifiées pour représenter l'effet moyen de ces phénomènes. Et c'est la conquête de la physique pure pour entrer dans l'approximation, l'ajustement. Ce processus d'ajustement ou de calibrage, c'est ce que certains modélisateurs de premier plan appellent eux-mêmes, le sale boulot. Et ça introduit un risque de biais qui, pour moi, mine très sérieusement leur crédibilité. Allons plus loin et confrontons les modèles aux observations. Les faits sont têtus. Quand on compare les différents modèles entre eux, les températures de surface moyennes qu'ils simulent pour le climat actuel varient de, tenez-vous bien, 3 degrés Celsius. C'est énorme. C'est 3 fois plus que le réchauffement observé au cours de tout le XXe siècle, ce même réchauffement qu'ils prétendent expliquer. Comment peut-on avoir confiance dans leurs projections si entre eux, ils ne sont même pas d'accord sur la température de base de la planète avec une telle marge d'erreur? C'est un point qui est souvent soulevé, mais je pense qu'il faut le remettre en contexte. Vous parlez des températures absolues, et c'est vrai que simuler la température moyenne exacte de la Terre est un défi technique immense. C'est pourquoi la communauté scientifique se concentre moins sur ces valeurs absolues que sur les changements, ce qu'on appelle les anomalies. C'est-à-dire qu'on regarde comment chaque modèle simule l'évolution de la température par rapport à sa propre moyenne. Et là, quand on fait ça, l'image est bien plus cohérente. D'accord. Mais même en se concentrant sur les changements, des problèmes majeurs subsistent. Le plus flagrant, c'est la période qui va de 1910 à 1940. Durant ces 30 années, on a eu un réchauffement rapide, presque aussi rapide que celui de la fin du XXe siècle. Et pourtant, les ensembles de modèles, y compris ceux du GIEC, sont collectivement incapables de reproduire ce réchauffement. Leurs simulations pour cette période sont plates. Alors si nos outils les plus sophistiqués n'expliquent pas un événement climatique majeur d'il y a moins d'un siècle, comment être certain qu'ils projettent correctement ce qui se passera dans 80 ans?
Ça suggère fortement que la maîtrise de la variabilité naturelle du climat est très incomplète. Vous touchez là à un sujet de recherche qui est actif et qui est reconnu. Personne ne nie que la période 1910-1940 est un défi. Il y a plusieurs hypothèses, hein. Une sous-estimation des aérosols, une variabilité des océans, mais loin d'invalider les modèles, je vois ça comme une preuve de leur utilité. C'est justement en les comparant aux observations qu'on identifie ces zones d'ombre. Et ça permet d'orienter la recherche. Et puis il faut regarder la vue d'ensemble. Si on se concentre sur la période depuis 1960 où l'influence humaine est devenue dominante, eh bien là, l'accord entre la moyenne des modèles et le réchauffement observé est remarquable. C'est ce signal-là qui est le plus important. Cet argument ne me convainc pas. On ne peut pas juste choisir la période qui nous arrange. Et ça m'amène à un problème encore plus fondamental. On pourrait s'attendre à ce que, avec des ordinateurs plus puissants, plus de données, notre incertitude diminue. Or, on observe l'inverse. La fourchette des résultats des modèles de la génération CMIP 5 était déjà plus large que celle de la génération précédente. Et maintenant, avec les modèles les plus récents, ceux de la génération CMIP 6. Oui, CEMSIS étant le projet d'intercomparaison des modèles, la plateforme mondiale où tous les grands centres confrontent leurs résultats. Exactement, merci de le préciser. Eh bien, avec ces modèles CMIP6, la dispersion des résultats a encore augmenté, en particulier sur la métrique la plus importante, la sensibilité climatique, c'est-à-dire le réchauffement final si on double le CO2. Certains de ces nouveaux modèles, très prestigieux, donnent des valeurs de 4, 5, voire plus de 5 degrés, bien plus élevées qu'avant. Les scientifiques eux-mêmes peinent à expliquer ça, et ils l'attribuent à une représentation encore très imparfaite des nuages et des aérosols. Pour moi, ça c'est un signal d'alerte majeur. Si nos outils deviennent plus incertains à mesure qu'on y ajoute de la complexité, ça veut peut-être dire qu'on ajoute de la complexité sans ajouter de la compréhension. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec cette interprétation. Cette dispersion accrue n'est pas un signe d'échec, au contraire. C'est un signe de maturité scientifique. Les anciens modèles étaient peut-être plus d'accord entre eux parce qu'ils étaient tous d'une certaine manière simplistes de la même façon. Les modèles plus récents, comme ceux de CMIP6, tentent d'intégrer des processus beaucoup plus complexes, notamment la microphysique des nuages. Et en faisant ça, forcément, ils explorent une gamme de futurs possibles qui est plus large. C'est d'une représentation plus honnête de notre incertitude. On remplace une certitude, qui était potentiellement fausse, par une incertitude mieux informée. Les modèles nous montrent où sont les frontières de notre connaissance et nous disent que la physique des nuages est la priorité numéro 1 pour la recherche. Attendez, quand vous parlez de maturité scientifique, ça sonne bien, mais concrètement, ça veut dire que notre fourchette de prévision pour la fin du siècle s'est élargie. Pour un décideur politique, c'est un cauchemar. Mais allons au cœur du problème, le calibrage. J'ai un exemple concret tiré de nos sources. Des chercheurs du prestigieux Institut Max Planck ont admis très ouvertement comment ils avaient calibré leur dernier modèle. Ils ont vu que le modèle brut était trop sensible, alors ils ont délibérément ajusté les paramètres des nuages pour amener la sensibilité climatique du modèle autour de 3 degrés, une valeur jugée plus réaliste. Ce qui est une pratique tout à fait standard. Ils ajustent des paramètres incertains, mais dans des limites physiquement plausibles. Laissez-moi finir. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils précisent qu'ils auraient pu obtenir un résultat final tout aussi bon en suivant une autre voie. Au lieu de jouer sur les nuages, ils auraient pu modifier le forçage des airs au sol. Ils auraient eu un modèle avec une sensibilité différente, mais qui correspondait tout aussi bien aux données historiques. C'est la preuve éclatante qu'un modèle peut reproduire le passé pour de mauvaises raisons. Et si la physique interne du modèle est fausse, sa capacité à reproduire le passé ne garantit absolument rien pour l'avenir. Je comprends l'argument, mais je le formulerai très différemment. Le calibrage, ce n'est pas une manipulation. C'est une étape indispensable pour tout modèle de système complexe, que ce soit en climatologie ou en ingénierie. Il y a des dizaines de paramètres dont on ne connaît pas la valeur exacte. Le calibrage consiste à utiliser toutes les observations dont nous disposons pour contraindre ces paramètres à prendre les valeurs les plus plausibles. Sans ça, le modèle dériverait et deviendrait inutile. Le fait qu'il y ait des débats sur la meilleure façon de le faire, nuages ou aérosols, est un débat scientifique sain. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la science en action. Bon, pour résumer ma position, nous avons des outils qui peinent à reproduire le passé récent, dont l'incertitude sur l'avenir semble augmenter et qui dépendent d'un processus de calibrage qui ressemble à un ajustement de courbe. Dans ce contexte, fonder des politiques qui se chiffrent en milliers de milliards de dollars sur la foi de ces instruments, eh bien, ça me semble être une démarche d'une imprudence considérable. Pour ma part, je conclus que, bien que les défis que vous avez soulignés soient réels, ces modèles restent la synthèse la plus complète de notre connaissance du climat.
Ils ont prédit avec succès de nombreuses tendances, comme le réchauffement plus rapide de l'Arctique. Ils sont les seuls instruments dont nous disposons pour évaluer les conséquences de nos actions. Les rejeter au prétexte de leurs imperfections, ce serait comme naviguer en pleine tempête en refusant de regarder les seules cartes dont on dispose, même si elles ne sont pas parfaites. L'alternative, ce n'est pas une meilleure information, c'est l'ignorance. Cette discussion met en lumière une tension fondamentale, le besoin pressant de prendre des décisions face aux limites inhérentes de nos outils. Ce que nos sources nous invitent à faire, c'est à regarder au-delà des conclusions et à s'interroger sur la manière dont la science se construit, avec ses certitudes, mais aussi et surtout avec ses doutes. Absolument. Et c'est en explorant ces zones de désaccord de manière rigoureuse que la science progresse. Ce débat est essentiel pour éclairer les choix auxquels nous sommes confrontés, et il y a encore, bien sûr, beaucoup à analyser et à comprendre.